Bonjour à tous. Alors, je suis très heureux de vous accueillir ici pour lancer donc cet incubateur de santé numérique. Sur la santé numérique, moi je me rappelle que avec la fondation que j'ai créée, d'ailleurs avec Nicolas, la fondation Digital New Deal, il y a 4 ans, Laurent Alexandre avait publié une étude qui s'appelait La santé face au tsunami NBIC et aux plateformistes. Alors, les NBIC, c'était les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives, et où Laurent, avec son caractère visionnaire, expliquait que les data allaient totalement transformer la santé, et que un logiciel élaboré d'intelligence artificielle serait sans doute bien mieux à même qu'un médecin de diagnostiquer une tumeur cancéreuse. Et il avait raison. Et puis avec son sens de la provocation, il disait que bientôt le médecin serait à l'ordinateur ce que l'aide-soignante est au médecin aujourd'hui. Bon, la crise Covid a montré que là, il allait un petit peu loin et que c'était son côté un peu provoquant. Mais quand même, déjà, il y a 4 ans, la partie, la révolution de la data dans la santé allait arriver. Et donc, même si ça s'est pas réalisé comme il le voyait, et que la crise du Covid a montré à quel point le geste médical, le rôle des soignants était absolument clé, il n'en demeure pas moins qu'il y a des ruptures qui se font. Le positionnement, par exemple, d'Orchestra, qui était fondé par un centralien, qui part sur la data dans la course contre le vaccin contre le Covid, montre qu'on a absolument besoin de l'initiative que vous lancez aujourd'hui, cet incubateur de start-up dans les santé numériques. Alors cet incubateur, je pense que c'est Paul François qui va décrire le processus, mais il a quand même une finalité d'établir une communauté. Et c'est extrêmement important dans l'innovation de créer ce type de communauté dans des univers qui ont du mal à se parler, l'univers des investisseurs, pas de start-up sans avoir des investissements, l'univers des innovateurs, et puis celui des établissements de soins, et puis celui des universités du monde académique. Donc, nous, on pense que c'est vraiment le rôle du groupe Caisse des dépôts, puis le rôle de BPI France d'être présent dans ce genre d'initiative. Et je voudrais juste, avant de céder la parole à Paul-François Fournier, dire ce que nous faisons durant la crise Covid dans le groupe pour tout le secteur de la santé. On est d'abord un très grand financeur. Vous le savez, les pouvoirs publics ont souhaité confier la Poste au groupe Caisse des dépôts, et donc avec la Poste, la Banque Postale, et la Banque Postale, sa filiale, la CNP, très grand assureur, premier assureur de personnes en France. Et donc, la Banque Postale se trouve être un très gros financeur des hôpitaux, avec des lignes de trésorerie pouvant aller jusqu'à 300 millions d'euros pour les hôpitaux. Je signale que crise Covid, la SFIL, qui fait partie du groupe et qui est la structure de refinancement, à un moment ça avait été appelé Dexia, qui peut-être évoque chez vous son rôle, a levé 1 milliard pour financer le développement des hôpitaux. Et nous-mêmes, à la Banque des Territoires, nous sommes le premier créancier des hôpitaux en ayant à peu près un tiers de la dette hospitalière. Alors, côté Banque des Territoires, nous avons dédié un programme de plus d'1,5 milliard pour essentiellement le volet immobilier, l'hébergement des personnes les plus fragiles, donc la restructuration des EHPAD, dont on a beaucoup parlé dans la crise Covid, mais aussi des sujets par exemple, de rénovation thermique des hôpitaux. Et on en parlait avec Bernard. C'est évident qu'un hôpital a besoin de concentrer l'essentiel de ses moyens aux soins. Et donc, les passoires thermiques ne sont pas acceptables. Et pourtant, Dieu sait que dans les hôpitaux, parfois, l'état du parc immobilier laisse à désirer et qu'on peut travailler sur cette dimension-là. Et dans ces investissements, il y a une dimension très, très importante qui est celle relative à la télémédecine et à la lutte contre les déserts médicaux. En France, c'est à peu près 3,8 millions de Français qui sont dans ce qu'on appelle les déserts médicaux. Et on a connu quand même une vraie révolution durant cette crise Covid, qui est le développement des téléconsultations. Le montant des téléconsultations a été multiplié par un facteur 100. Donc on voit bien ce que ces crises apportent. C'était à peu près 0,2% des consultations médicales qui étaient faites à distance. Et dans la plein milieu de la crise de Covid, c'est monté jusqu'à 28%. Donc on voit que le lien peut se faire entre la lutte contre les déserts médicaux et les téléconsultations. Encore faut-il équiper
Et puis, faut-il travailler avec les élus qui ont été très présents dans cette crise du Covid et qui sont souvent... c'est le premier besoin qui s'exprime par rapport à la population, c'est le désir de santé. Et moi qui passe mon temps à sillonner les territoires, à croiser les élus, il faut voir que la personne la plus importante pour un élu, c'est le médecin. Le médecin qui quitte la ville, la petite ville ou le village ou la communauté de communes, c'est un drame. Et franchement, les élus sont parfois prêts à aller tout faire. On est à la limite de la prostitution pour que le médecin reste, parce qu'il sait que c'est la demande principale de ses concitoyens que d'avoir une présence médicale sur site abordable. Et évidemment, tout le développement qu'on a en téléconsultation est important. Mais quand on creuse ce sujet-là, on voit que c'est pas juste un PC et un logiciel qu'il faut. C'est une infirmière qui doit s'inscrire dans un réseau de soins. Parce qu'à ce moment-là, c'est la présence du médecin à distance, mais la présence de l'infirmière ou de l'aide-soignant pour faire le geste médical dont on a besoin. C'est tout l'équipement pour faire des diagnostics. Et en tirant ce fil-là, on s'aperçoit, et c'est là le rôle qu'on va avoir, nous, côté Banque des Territoires, que le lien entre le territoire, les élus et les solutions technologiques que l'incubateur va permettre de développer, l'écosystème que BPI va développer, va être absolument clé pour aller plus loin. Voilà, donc vous dire que je suis vraiment ravi de cette initiative, que nous la soutenons totalement dans le groupe Caisse des dépôts, et je crois que je laisse la parole à Paul-François pour décrire plus en détail l'initiative. Merci beaucoup, Olivier. C'est une belle matinée pour nous, qui est le fruit de quelques années maintenant, presque 2 ans. Il y a 2 ans, Chara est rentré dans le bureau, je ne sais plus dans quel ordre, de celui de Nicolas et le mien, ou le mien et celui de Nicolas, en nous disant, vous savez, je crois qu'il y a quelque chose qui est maltraité dans notre système de santé, c'est la santé numérique, et j'aimerais bien m'en occuper. Et voilà, et Chara a cette force que vous avez vue, qui nous réunit ce matin, d'avoir une grande consistance et beaucoup d'enthousiasme. Et je crois que ce matin, c'est une étape très importante pour nous et pour toutes les actions que nous menons autour de la santé et de ce sujet de la santé numérique, qui sont, comme l'a dit Olivier, à la frontière de 2 mondes. Un monde du numérique qui va très vite et un monde de la santé qui a ses contraintes et a son rythme. Et le sujet, c'est comment on arrive à mettre de l'innovation en gardant aussi toutes les spécificités, toutes les caractéristiques de le monde de la santé. Et c'est une pierre ce matin importante dans la construction de ce fameux écosystème dont tout le monde parle et qui, je crois, s'incarne un peu plus ce matin. Alors, quel est l'objet de ce matin? C'est finalement... j'allais dire une recette qu'on connaît pas mal chez BPI France, c'est une logique un peu de continuum. Notre conviction, c'est que pour faire bouger les systèmes, il faut être systémique et il faut avoir une approche relativement globale du problème. Et notre vision du monde, c'est au fond que dans l'innovation, les startups ont un rôle assez primordial, de plus en plus. Pourquoi? Parce que dans la complexité, une équipe de 5, 10, 15 personnes est beaucoup plus mobile qu'une grande structure. Et donc, notre conviction, c'est que beaucoup d'innovations vont arriver et arrivent de plus en plus par ces startups, et qu'ensuite, il faut les faire grandir, mais qu'à la fin, il faut qu'elles s'insèrent dans un écosystème plus large et dans des filières qui sont des filières avec des acteurs existants, que ce soit le domaine de la santé, que ce soit les entreprises. Et donc, ce que nous annonçons ce matin, c'est en fait, j'allais dire, un peu l'aboutissement de ces réflexions depuis 2 ans. Et donc, c'est cette vision systémique qui s'incarne par un incubateur, qui est l'objet de l'accouchement. Dans un hôpital, c'est assez normal, après tout. Et c'est l'endroit où va se créer les conditions de pression et de température pour que naisse cette alchimie un peu particulière entre un projet, une équipe, une ambition. Merci Paul-François. Nous allons procéder en fait à la signature de la convention, mais je vais laisser Madame la présidente de l'Université de Paris, Christine Clerty, un petit mot. En tout cas, merci de cette invitation ce matin en présentiel, puisque je pense que c'était important qu'on puisse se rencontrer. Et puis, peut-être que dans les prochains jours, on ne pourra plus faire de présentiel. Donc, voilà, c'était le très bon timing. Vous dire qu'évidemment, l'Université de Paris, qui accompagne, qui est membre actionnaire de la Fondation, est évidemment
très partante dans ce projet. Vous dire quelques mots de l'Université de Paris, qui est une toute nouvelle université, qui est la fusion de 2 anciennes universités qui sont Paris Descartes et Paris Diderot. C'est une université dans laquelle, évidemment, on a un vivier de talent absolument incroyable, à la fois des étudiants, mais également des chercheurs, des enseignants-chercheurs. Et c'est aussi cette population-là qui va faire l'innovation de demain. Donc, c'est extrêmement important pour nous, notamment parmi les étudiants. Je crois que avoir un tel vivier d'étudiants en santé et les amener à faire de l'entrepreneuriat étudiant, puis de l'innovation, puis des startups, c'est un axe majeur pour nous. Le deuxième point, c'est qu'on a un monde académique absolument incroyable, puisqu'on a l'ensemble des disciplines et que là aussi, nous nous positionnons sur des grands défis sociétaux et notamment l'intelligence artificielle est pour nous un des axes majeurs. Donc, nous faisons partie déjà de Prairie, notamment sur le volet de la santé. Donc, c'est quelque part aussi un minimum. Et donc, on très partant là-dedans. Et puis, sur le facteur, sur la partie santé de l'Université de Paris, rappelez donc qu'on est la première université avec un tel secteur santé, je pense, en France, mais également en Europe, notamment sur l'aspect formation. Et vous savez que désormais, ce ne sont plus simplement les médecins qu'on forme, mais tous les étudiants dans les domaines paramédicaux. Et donc, ça va faire une population absolument incroyable, parce que l'innovation, elle vient des médecins, mais elle vient également de l'idée de l'ensemble des étudiants des filières. Que d'autre part, sur la partie recherche, nous faisons partie des 25 universités mondiales dans le top 25 donc des universités mondiales en termes de santé. Et donc, là aussi, c'est-à-dire qu'on a un réseau international qui est un réseau extrêmement fort et sur lequel on peut s'appuyer également. Merci à BPI France et pour cette initiative avec la Fondation et pour construire quelque chose de très solide. Merci beaucoup. Merci. On va aussi convier le jury à côté de nous. On a donc Christophe Dufour, AstraZeneca. On a Robert Sigal qui dirige l'hôpital américain à nos côtés. On a Julia Neger qui dirige la stratégie santé chez Dassault Systèmes. On a également Frédéric Rutten-Blocher qui est banquier chez Lazare. Nadia Kamal qui dirige l'innovation chez Harmonie Mutuelle, qui est chez Atos, qui nous aide énormément. On a 2 personnes malades qui sont Régis et Jean-François Gaudy, mais qui sont avec nous de tout cœur, de Caposte et ex-GFI pour Jean-François Gaudy. Daniel Caille, PDG de Vivalto Santé. Bonjour Daniel. Daniel Rodriguez qui préside les éditions Elsevier Masson, le livre des médecins et les éditions Elsevier pour les scientifiques. Je pense qu'on a l'ensemble de nos amis. On va pouvoir, et puis Bernard Charles, qui est parrain en fait de la première promotion, qui a gentiment accepté de parrainer la première promotion dont l'appel à projet est lancé aujourd'hui. Donc merci Bernard. Et puis donc du coup on va pouvoir procéder à la signature. Donc on convie Christine Clérici et Rosemary Vanderberg. D'accord, ok. Ah, très. Ah, la famille. Très, très bien. Olivier signe avec Paul-François. Je fais mon compte. C'est sûr. Alors, j'invite pour la
première table ronde, Bernard Charles et Catherine Touvray à prendre place. C'est table ronde qui sera animée par Frédéric Hottenböcher. Bonjour à tous. Donc, au moment là où on lance aujourd'hui cet incubateur et ce jury autour des industriels, autour du monde de la mutuelle, autour des startups et sous le parrainage donc la Caisse des dépôts, la Banque des territoires et de la BPI, c'est intéressant d'avoir cette table ronde pour discuter avec différents maillons en fait de la filière santé numérique et pour avoir un peu leur point de vue sur ce que doit être la santé numérique demain, ce qu'ils peuvent apporter dans le cadre de cette filière, et puis ce qu'il faut faire aussi pour permettre le développement plus approfondi de cette filière santé numérique en France. Comme ça a été dit déjà ce matin, c'est vrai que la crise du Covid nous montre l'importance accrue. C'est une réalité, mais je pense que c'est une vérité maintenant pour beaucoup d'opinion publique, d'une part de la santé, et puis évidemment aussi du numérique, et la connexion entre les deux est absolument cruciale. Et en fait, bravo à Chara d'avoir en effet identifié le caractère stratégique de ces enjeux il y a déjà plus de 3 ans. Donc, j'ai autour de moi Bernard Charles pour ce système, et puis Catherine Touvray pour Harmonie Mutuelle. Et donc, bonjour à vous. Donc, moi, la première question qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est on a un industriel, une représentante du monde de la mutuelle. Enfin, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça vous semble important de participer à cet événement? Peut-être qu'on peut commencer, une fois n'est pas coutume, par les hommes, avec l'amont de la filière, et donc avec vous, Bernard Charles. D'abord, merci pour cette initiative. Je suis ravi d'être là. J'ai compris que j'étais... Chara, merci de m'avoir nommé parrain. Je sens ma responsabilité dans cette affaire. Et je suis ravi que ce groupe et cette diversité puissent se réunir. Merci à vous aussi, à chaque membre signataire, Paul François et Olivier et l'équipe. Bon, le premier commentaire que je ferai, c'est qu'on a fait une belle expérience avec French Tech et French Fab. Pour ceux qui en ont entendu parler, ce sont des initiatives qui ont bien fonctionné au niveau national, et je suis ravi qu'on puisse imaginer rassembler au niveau autour de la santé et de ce champ gigantesque d'innovation possible des startups, des acteurs, de tous les acteurs, pour refaire un peu la même chose. On a réussi à être très visible à l'international avec ces 2 organisations qui ont été mises en place depuis plusieurs années. Et c'est dans cet esprit que Dassault Systèmes souhaite s'engager auprès de vous, comme on l'a fait avec des succès importants dans ces 2 précédents domaines que je viens de mentionner, Tech et Fab. Dassault Systèmes, alors on est encore un peu inconnu, mais quand même on devient un poids lourd, puisqu'on sera le numéro 1 mondial en 2020 dans le domaine des logiciels de santé. Bon, il a fallu dépenser beaucoup d'argent, environ 7 milliards que j'ai investi en novembre dernier, pour faire l'acquisition d'une plateforme qui est la plateforme standard mondiale des essais cliniques, qui s'appelle Medidata. Donc, c'est une marque de Dassault Systèmes désormais basée à New York. Mais ça fait 15 ans qu'on travaille sur ce sujet pour permettre de faire progresser la robotique, par exemple, en chirurgie, les plateformes de simulation et de modélisation, tant dans la recherche, le développement, les labs, et puis les bioréacteurs pour tout ce qui est biotech, et évidemment le cycle complet que vous imaginez avec les essais cliniques. Donc aujourd'hui, c'est un peu loin encore du centrique sur le patient, mais quand même, quand on fait les essais cliniques, on est centré sur le patient, parce que c'est le parcours à ce moment-là et la définition des groupes. On fait des choses qui sont quand même aujourd'hui, qui montrent que l'IA peut fonctionner de manière à grande échelle. Je prendrai 2 exemples brièvement. Le premier, ce qu'on fait avec l'hôpital des enfants de Boston, où l'ensemble des planifications de chirurgie, de simulation des chirurgies pour la reconstitution des malformations cardiovasculaires au sens large, sont faites d'abord en virtuel, comme on fait de la simulation d'un satellite ou de la reconstitution, les options possibles, et on arrive à un alignement entre ce qui va être réalisé au bloc et ce qui a été initialement envisagé d'environ 95%. Donc c'est un saut considérable, avec une possibilité de mémoriser, de partager, d'utiliser ça pour la formation, puisque ce sont des expériences virtuelles qui sont ensuite réutilisables
assemblables et partageables, donc avec une notion possible d'exportabilité. Ça, c'est un premier exemple concret. Il y en a de nombreux autres sur le cerveau, par exemple. On est assez proche aujourd'hui d'un modèle à une certaine échelle du cerveau et on va même dans des phases d'essais cliniques aujourd'hui sur les modèles virtuels de cerveau. Bon, donc vasculaire, les organes, et puis à l'échelle beaucoup plus de la cellule humaine au niveau de la propagation voire même du cholestérol ou du cancer en oncologie. Donc ça, c'était un premier exemple. Le second exemple, c'est sur évidemment tout ce qui est recherche, développement. Le secteur est un secteur qui investit massivement dans le monde sur toutes les techniques possibles. Et là, le cycle numérique, recherche, développement, lab, etc., il doit être repensé. En fait, c'est un secteur qui a fait beaucoup, mais qui est quand même par rapport à ce qu'on fait sur des satellites, sur des choses qu'on ne peut pas toucher et qu'on doit piloter de loin, c'est quand même qu'à peu près 20-25 ans de retard sur ce secteur sophistiqué. Donc, le fait de réunir des startups, et on a beaucoup poussé les startups, Biomodex, pour ceux qui en ont entendu parler, BioSerenity, deuxième en France. Biomodex, on les a aidés à s'exporter aux États-Unis, trouver des financements aussi et exister en France. BioSerenity, c'est pareil. Donc, on a bien l'intention, notre objectif, même si on acquiert beaucoup de startups, environ 30 par an, c'est pas d'acheter les startups, c'est de les faire se développer, grandir. Voilà en quelques mots pourquoi Dassault Systèmes est là. Et notre intention et notre détermination, j'en témoigne aujourd'hui, à faire que ce tissu de savoir et de savoir-faire extraordinaire en France, on puisse le rendre visible en France et exporter. Parce que je pense que la compétitivité d'un secteur ne passe que par l'export. Merci beaucoup. Je me tourne désormais vers le maillon mutuel. Catherine ? Oui. Écoutez, merci de votre invitation. On est très heureux d'être là 2 ans après avoir lancé, d'ailleurs, avec vous, Patient Autonome. Nous, on est une mutuelle donc la plus importante aujourd'hui en France. Notre raison d'être, c'est d'améliorer les conditions de vie des Français, de nos adhérents. Et donc, évidemment, l'accès aux soins, le capital santé sont des dimensions absolument essentielles. Et puis, je cite également que nous couvrons donc 2,5 millions de foyers, 65 000 entreprises, une soixantaine de branches professionnelles, pour faire le lien en fait avec un engagement vis-à-vis de nos adhérents et de nos clients entreprises, c'est l'accès à des soins, si possible à tarif opposable partout en France. On a parlé des déserts sanitaires tout à l'heure. D'ailleurs, la téléconsultation règle peut-être une partie du problème, mais pas tout, puisque j'ai lu hier que la moitié des téléconsultations étaient pratiquées dans les métropoles. Donc, on voit que voilà, on a pas mal de choses devant nous encore aujourd'hui. Donc, voilà, la santé et l'entreprise, c'est un sujet de plus en plus prégnant. Donc, évidemment, on a cet apport-là dans les discussions que nous allons avoir. La deuxième chose que je voulais mentionner, c'est une idée de performance du système de soins. Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez les chiffres, on a à peu près 3% d'évolution des dépenses de santé par an. Donc, qui paye à la fin ? 3% par an, ça fait beaucoup. Ça fait un doublement en quelques années. Donc, on peut citer l'absentéisme dans les entreprises qui augmente d'1 point par an aussi. Et donc, la question qu'on a tous ensemble, c'est comment on inverse la tendance, comment on change de paradigme et comment on passe des soins peut-être à la santé. Alors, on peut citer plein d'exemples. Je pense la télésurveillance post-hospitalière, les réseaux de patients, l'observance des traitements. Enfin, voilà, je pense que vous en savez beaucoup plus que moi sur le sujet. Et puis, la deuxième chose que je voulais citer en matière de performance, c'est l'idée des services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend le DMP, par exemple. Je crois que ce n'est pas vraiment une réussite encore parce qu'il est peut-être un peu pauvre en services, justement. Si on prend d'autres exemples, par exemple Doctolib, qu'on connaît tous aujourd'hui, un de nos centres de santé là, me disait vendredi que lorsqu'ils ont mis en place Doctolib dans le centre, ça a augmenté de 20% la fréquentation. Donc, la réduction des frais fixes, etc. Enfin, je ne fais pas la démonstration. Si je prends un exemple chez nous, notre application a connu 500 000 téléchargements l'an dernier parce que les gens y trouvent des services. On peut prendre l'IFUN aussi, la messagerie sécurisée entre les hôpitaux et maintenant les patients, qui annonce un doublement tous les 2 mois de
des gens qui l'utilisent. Donc, on voit bien qu'on a des pans entiers de productivité qui sont aujourd'hui pas du tout activés. Et donc, ça nous intéresse beaucoup, évidemment, dans cet ensemble. Et puis, le troisième et dernier point, pour pas être trop longue, c'est que nous sommes un acteur engagé dans le développement des territoires. On a, par exemple, créé un fonds qui s'appelle le Fonds Emploi France, qu'on a doté de 200 millions d'euros, qui crée des emplois, des ETI, enfin qui accompagne des PME, des ETI sur les territoires, et celle de la santé également. Donc à ce titre-là, on a aussi cet apport peut-être dans les discussions avec vous. Et puis je voulais également dire un dernier point. Je ne sais pas si tout le monde dans l'Assemblée connaît le groupe Vive. C'est un groupe que nous avons créé avec la MGN en 2017 qui fait 9,5 milliards de chiffre d'affaires et dans la partie soins et accompagnement, on a 1400 établissements, 30 000 salariés dans ces activités-là. Donc, évidemment, on est aussi opérateur et à ce titre-là, très, très intéressé par tout ce qu'on va réussir ensemble. J'ai aussi une question concernant la filière. On parle en France souvent de construction de filière. On a justement tout ce qui a été fait, je pense notamment au GIFAS, autour de la filière aéronautique, avec la possibilité pour les pouvoirs publics de, conjointement avec les industriels, avec les associations, de pouvoir construire quelque chose, de pouvoir créer un écosystème propice. Ce matin, on a parlé aussi d'approche systémique et d'approche globale pour pouvoir justement appréhender le sujet sous tous ses angles, sous toutes ses facettes. Comment peut-on faire dans un monde aussi éclaté du numérique, dans le monde aussi éclaté de la santé, dans un univers aussi où la santé souvent a été considérée par certains comme étant potentiellement problématique en vue de l'émergence d'une filière parce qu'on se plaçait toujours ou trop souvent potentiellement du point de vue du patient et pas forcément du point de vue aussi du monde industriel ou du monde des startups. En fait, ma question, c'est comment peut-on faire pour essayer de continuer à construire une filière autour de la santé numérique ? Effectivement, il y a des choses qui se sont dites autour du caractère systémique ce matin. Bon, voilà, vous représentez un industriel ici aujourd'hui, donc je pense qu'on doit prendre le sujet par les deux côtés, c'est-à-dire on ne peut pas ne pas s'intéresser au patient qui vit sur un territoire dans un écosystème. Enfin, on voit bien ce qui se passe avec Ma Santé 2022, les CPTS, etc. C'est l'un des maillons. Et puis l'autre, effectivement, c'est la filière industrielle. Je ne suis pas sûre d'être la mieux placée pour répondre à cette dimension-là. Et comment les articulations vont se trouver. On est toujours dans la même histoire. Hein. C'est comment des environnements différents, enfin l'université aussi, vous parliez des enseignants et des étudiants tout à l'heure qui doivent se lancer dans les créations d'activités. Donc voilà, ça je pense que c'est vraiment... j'ajoute à cette dimension d'interaction la question de l'implication des personnes, parce qu'il va falloir tester tout ça, il va falloir vérifier que ça marche avec des usages. Et donc, la capacité d'accompagnement, d'enrôlement dans des schémas un peu nouveaux, elle est assez fondamentale. Donc, c'est aussi une dimension, je pense, importante. Merci beaucoup. Pour faire écho à ce que dit Catherine, je pense qu'on a la santé a ceci de particulier, c'est qu'il y a la partie régalienne et la partie industrielle, investissement lourd, bon, tous les acteurs de la pharma, les équipements médicaux, etc. Donc, on a tous les extrêmes. On a travaillé là-dessus avec le rapport, avec l'Institut Montaigne, d'ailleurs, on a fait un petit rapport avec un groupe de spécialistes pour tenter d'apporter des idées. Mais je crois qu'il y a quelques piliers qu'on partage. D'abord, effectivement, la santé, c'était quelque chose qui touche l'objet de la vie quotidienne de chaque citoyen. On aspire tous à être citoyen en bonne santé le plus longtemps possible. Donc, il y a cet aspect des choses avec plusieurs problématiques de financement, mais techniques aussi, d'infrastructures numériques, comme on l'a dit, pour des tas de sujets qui viennent d'être mentionnés. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue plusieurs sujets. Le premier, c'est que le profilage d'une population, plutôt les données de santé d'une population, c'est souverain. Parce que c'est aussi important que le territoire, que l'espace terre, air, mer, que les fréquences. Alors, pour les autres secteurs, terre, air, mer, fréquences, les militaires étaient là pour nous le rappeler. Pour ce qui concerne la santé, c'est plus compliqué parce qu'il y a une responsabilité diffuse dans les États. Mais je pense qu'il y a c'est un des messages que je vais laisser aujourd'hui, ce sujet de l'aspect
importance et souveraineté des données de profilage de population. Je ne parle pas de profilage au sens espionnage, je parle de la notion comme un passeport. C'est capital et aujourd'hui, les systèmes en place n'ont pas encore mis suffisamment de précision dans cette politique. Les données, qui les possèdent, comment elles sont protégées, mais ne pas oublier que ce ne sera pas un conflit territorial, ce sera un conflit international de profilage entre pays. Parce que ces éléments-là constituent des différenciations considérables. Ça, c'est le premier pilier qui nécessitera certainement une attention à la fois politique, stratégique et une discipline. Le deuxième pilier, c'est qu'avec le numérique et la plateformisation, donc première chose, souveraineté des données, deuxième chose, plateforme, la notion de plateforme retire la logique de frontières. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça change complètement l'équation économique d'un système de santé. Puisque vous prenez le système de santé français, si vous imaginez qu'on pouvait en exporter 15-20%, vous changez complètement l'équilibre comptable, l'équilibre de performance économique. Donc l'exportabilité des systèmes de santé à travers différentes structures de financement, de conduite de soins, d'organisation logistique, l'exportation, les premiers pays qui feront de l'exportation de systèmes de santé auront un avantage stratégique majeur dans ce 21e siècle, et ça va se produire exactement comme ça s'est produit pour l'aéronautique, l'automobile ou d'autres secteurs, grands secteurs d'industrie. Donc deuxième pilier, la plateformisation enlève les territoires, ce qui renforce le premier sujet. Le troisième sujet, évidemment, c'est après la plateformisation, c'est l'accessibilité par l'individu avec nos ressources, téléphones et autres. Donc la possibilité d'individualiser le service offert. Ce sont trois piliers qui, à mon avis, ouvrent des perspectives formidables pour les startups, pour l'économie, comme impact sur les systèmes de santé, de performance économique et qualitative et quantitative. Mais vous imaginez bien que c'est structurant. Et que j'espère que dans le cadre de ces dynamiques foisonnantes, parce que là, ce que vous voulez faire et ce que nous voulons faire, c'est faire foisonner, a besoin d'être un tout petit peu coordonné aussi, particulièrement par rapport à ces trois questions. Et j'espère qu'on mettra en éveil à la fois le politique, les grands acteurs de formation. Merci à vous, madame, d'être présente. Parce que c'est aussi la compétence, la rapidité, le coût de formation du personnel, le coût d'élévation des processus. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de bases fondamentales qui bouleversent ensemble. Les données, les plateformes, l'individualisation. Et ça va jusqu'à toucher, on en discutait avec le président Jean Rotner de Grand Est, la qualité, l'environnement de qualité de vie. C'est la nutrition, évidemment, qualité d'environnement, et ces sujets se recouperont. Donc, on se retrouve, il faut y voir une complexité, mais il faut voir une opportunité formidable de développement, et je pense que ces filières, ou ces multiples filières, ont intérêt à se parler. Et justement, vous évoquez les conditions, les bases, les briques qui permettent la constitution d'une filière. Et si on se projette, parce que le temps file, si on se projette et on essaie de se placer dans quelques dizaines d'années, on ne va pas faire de la science-fiction ici, mais en gros, comment vous voyez la médecine de demain baignée grâce au numérique ? Peut-être Catherine, si vous souhaitez commencer. Je pense que la première chose, c'est que le système bascule d'une logique transactionnelle. Une personne a un problème de soins ponctuels qu'on traite à une logique de prise en charge dans la durée, depuis les déterminants de santé que vous évoquiez, Bernard, l'environnement, l'alimentation, l'activité physique, la CSP, malheureusement, jusqu'à donc la prise en charge des maladies chroniques dans la durée. Et donc, ce changement-là, il ne se fait pas sans données, sans capitaliser sur des connaissances. Et donc, évidemment, il faut être outillé. C'est pas dans le monde du 19e siècle qu'on aurait pu imaginer ça. Ou alors à toute petite échelle, entre quelques personnes qui se connaissent, le médecin localement, son patient, mais la vie n'est plus comme ça. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, le point
le point fondamental. Et puis l'autre aspect, c'est celui de la connaissance, au sens connaître les pathologies, peut-être les éradiquer. Enfin, on espère tous, par exemple, Alzheimer ou d'autres pathologies de ce type, le Covid en ce moment. Voilà, donc sans être trop longue. Merci beaucoup, Catherine. Et Bernard, je me tourne vers vous. Dans vos rêves les plus fous, la médecine de demain, baignée au numérique, que va-t-elle apporter ? Pour les rêves les plus fous, j'en ai un paquet, donc soyez rassurés là-dessus. Vous avez bien compris déjà. Mais je suis frappé, vous voyez, merci infiniment d'organiser cet événement, encore une fois, parce que on vient d'un monde différent, Catherine et moi-même, et finalement, on a beaucoup de convergences. Et je le découvre d'ailleurs aujourd'hui. On n'a pas fait de session de préparation. Donc, ça montre bien les synergies qui peuvent naître. Donc, cette initiative est vraiment, je crois, vraiment importante pour établir la suite. Mais pour revenir, pour peut-être donner des exemples, en effet, la connaissance avec les données, les pratiques, le suivi, etc., changent radicalement. Le phénomène plateforme sur la vente, aujourd'hui, vous donne une idée de ce qui peut se passer mon commentaire n'est pas mercantile, évidemment, mais sur la maîtrise et puis le conseil aux personnes pour qu'elles prennent conscience de ce qu'elles peuvent faire elles-mêmes par rapport à l'amélioration des conditions de santé. Mais ça va très loin parce que un autre exemple plus sophistiqué. Aujourd'hui, les essais cliniques, c'est la moitié du coût de mise en œuvre d'une nouvelle thérapeutique. C'est à peu près la moitié du cycle. Donc, en moyenne, c'est 2 ou 3 milliards par nouvelle thérapeutique. En gros, c'est 10 ans, 20 ans de protection. Sur ces 10 ans de développement, il y en a 5 ans pour les essais cliniques, avec des groupes, comme vous connaissez, qui sont des groupes qui placebo, et puis des groupes qui... mais en réalité, aujourd'hui, on peut remplacer les groupes placebo par ce qu'on appelle des bras virtuels. D'ailleurs, la FDA va nous donner un accord prochainement sur le fait d'aborder ce sujet de cette manière, c'est-à-dire qu'en gros, avec les données capitalisées depuis 20 ans, c'est pour ça qu'on a fait l'acquisition de Medidata, je suis content que ce soit européen, français et européen, tout le monde devrait s'en réjouir. On a l'habitude de féliciter les plateformes américaines. 100% des avions sont faits avec une plateforme française aujourd'hui, 70% des véhicules du monde sont faits. Donc il n'y a pas de raison qu'en santé, on ne puisse pas aussi gagner. Il faut bien se dire que c'est pour réussir dans le monde. Là, les bras virtuels permettent un changement radical d'approche. Et ces bras virtuels orientent vers quelque chose qui sera la médecine plus personnalisée. Alors, je le fais avec précaution parce qu'on a toujours l'impression que c'est une médecine pour une personne, mais au moins par des groupes ciblés. Donc, cette évolution à la fois de qualité de pratique, de performance de pratique, de rapidité à définir des nouveaux protocoles qui dépendent quand même du patrimoine génétique d'une zone, d'un territoire ou d'un pays. Ce n'est pas toujours les mêmes, des conditions d'environnement. Je pense que tout ça, ce sont des formidables zones de progrès. Ça se passera au XXIe siècle. Ça se passera là dans les prochaines années. Et l'une des craintes les plus grandes, c'est que on ne voit pas assez tôt l'importance de la souveraineté des données et des techniques à mettre en œuvre pour que les populations soient considérées comme un patrimoine au même titre que le territoire. Parce que si ça nous échappe, et il y a des pays qui l'ont bien compris, si ça nous échappe, c'est tout un territoire de l'économie qui nous échappera par voie de conséquence. Donc, cette mobilisation, elle est importante à ce titre. Faut se rappeler quand même que dans le risque de la vie, si vous prenez les études d'une personne de 50 ans, quels sont ses risques de mourir? Le premier est d'ordre cardiovasculaire, si je classe l'ensemble. Et quand vous descendez, il y a deuxième ou troisième risque, c'est les erreurs de pratique médicale. Le risque le moins élevé de tout, c'est de se déplacer en avion. Et bien au-delà de ça, d'avoir 50 ans, de s'asseoir le soir dans son sofa est beaucoup plus élevé en risque de mourir, statistiquement, que de se déplacer en avion. Avion, ce n'est pas comparable. Mais si vous regardez cette courbe, elle fait réfléchir. Et la cause numéro 2 ou 3, erreur de pratique,
c'est gigantesque. C'est gigantesque. Alors, il y a de nombreux facteurs, c'est compliqué, etc. Mais on sent bien quand même que là aussi, c'est un territoire formidable de développement. Donc, et ce n'est pas un jugement par rapport aux praticiens. C'est tellement complexe, les sciences de la vie. Mais on sent bien que le territoire de progrès est considérable. Et les facteurs sont élevés. Hein. Si vous n'avez pas cette courbe, je pourrais la rendre disponible. Avec grand intérêt. Elle est éloquente du point de vue de la situation, de ce qu'est la situation sociétale aujourd'hui dans les pays développés. Donc, il faut, avec impatience, attendre la fin du Covid pour qu'on puisse en plus tous reprendre l'avion. Ce sera l'effet de second rang. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive à la fin de cette table ronde. Merci Catherine, merci Bernard. Et c'est vrai que merci aussi de nous accueillir ici et puis pour ces initiatives vraiment fondamentales dans l'émergence d'une filière santé numérique. Et comme vous l'avez dit, je pense que ce qui est marquant, on a échangé assez brièvement, c'est vraiment le sujet convergence. Parce que vous avez beau venir d'univers assez différents, de l'amont, plus du monde mutuel, on se rend compte que les problématiques que vous partagez au quotidien convergent. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. J'appelle juste les intervenants de la prochaine table ronde. Daniel Caille, PDG du Velto, Robert Sigal, directeur général de l'hôpital américain, Vincent Nicolas Delpech, directeur du groupe hospitalo-universitaire à PHP Nord, et Bernard Castells, directeur innovation et transformation au CH de Valenciennes, animé par le professeur Gérard Friedlander. Bonjour à tous. On va essayer de comprendre avec vous ce que l'innovation digitale a transformé dans le parcours de soins à l'hôpital. Vous êtes à la tête de 4 structures hospitalières très différentes, publiques, privées, très grosses, un tout petit peu plus humaines, je veux dire, parfois. Et donc, vous avez nécessairement des expériences qui sont différentes, des objectifs qui sont différents et des stratégies qui sont différentes. Donc, je présente très brièvement Bernard Castells, hôpital de Valenciennes, Vincent Nicolas Delpech, nous le connaissons depuis fort longtemps et il est actuellement directeur du groupe hospitalier universitaire Paris-Nord, c'est juste la moitié de Paris. Robert Sigal, CEO de l'hôpital américain de Paris, nous le connaissons depuis fort longtemps et il est actuellement directeur du groupe hospitalier universitaire Paris-Nord, c'est juste la moitié de Paris. Robert Sigal, CEO de l'hôpital américain de Paris à Neuilly, et Daniel Caille, président directeur général de Vivalto, ensemble reconnu nationalement de cliniques privées. Donc, ma première question, c'est, au fond, vous êtes à la tête de ces établissements, en quoi le numérique a changé le parcours du patient et pourquoi il pourrait le changer dans les semaines, mois, années qui viennent. Monsieur Castells, vous avez la parole. Oui, merci de m'avoir invité. Donc, Bernard Castells, moi je suis à l'origine radiologue et aujourd'hui je dirige l'innovation et la transformation dans un hôpital public qui est un hôpital général, qui n'est pas un hôpital universitaire, mais qui a un gabarit à peu près identique à la moitié des hôpitaux universitaires en France. Et notre conviction depuis 3 ans, et dès la loi sur les GHT, les groupements hospitaliers de territoire, c'est qu'on ne fait pas de médecine sur un territoire sans s'occuper de santé et on ne fait pas de soins sans s'occuper des autres acteurs. C'est-à-dire que les hôpitaux, c'est important, mais tous les acteurs sont importants, la médecine de ville, le médico-social et le social qui s'occupent des acteurs citoyens, usagers, votant et payant leurs impôts à la maison. Donc, on est parti sur la conviction que si les différents types de professionnels devaient travailler ensemble, il y avait une nécessité absolue, c'est qu'ils aient un partage des informations entre eux concernant les patients et les citoyens. Donc, le citoyen qui naît dans une maternité et qui est un jour accompagné par des soins palliatifs. Donc, il fallait couvrir l'ensemble de ce processus. Et donc, on s'est attaché à 3 éléments.
on a surfé sur la vague, le tam-tam médiatique autour de l'intelligence artificielle. Et comme on n'est pas des universitaires, on a dit, puisqu'on n'est pas obligé de le penser, on va le faire. Et donc, on a mis l'intelligence artificielle en route à l'intérieur de l'hôpital et maintenant sur le territoire. On a pensé transformation des systèmes d'information et en clair, on a pensé, puisqu'on produit des données, est-ce qu'on maîtrise les données que l'on produit? Est-ce que ces données, on les comprend? Est-ce qu'on les met dans des endroits où on les retrouve? Et est-ce qu'on est capable de travailler avec notamment la pharma ou d'autres industriels pour pouvoir leur faciliter le fait de trouver des données qui leur permettent à eux de développer, par exemple, des algorithmes, mais pas que. Et donc, on s'est acharné à faire ça. La troisième voie qu'on a choisie, qui est très importante, c'est que dès le départ, on a réuni les élus, tous les acteurs sociaux, les acteurs de l'hospitalisation publique et privée et les acteurs de ville autour d'un projet général sur la santé dans un territoire de 250 000 habitants. Le territoire du GHT, c'est 800 000 habitants, en se disant qu'on allait s'intéresser à l'ensemble du paramètre santé. Donc, on est devenu consciemment, avec une ambition affichée, on est devenu un des acteurs de la santé et non pas l'acteur principal de la santé sur un territoire. Voilà. Notre choix politique, ça a été d'inverser le paradigme par rapport à tout ce qui s'était fait depuis 30 ans. On continue ? Oui. Pour un directeur d'hôpital, comme pour tout dirigeant hospitalier, il faut dès à présent analyser les évolutions du système, en particulier du système hospitalier. Et moi, j'en vois 4. D'abord, une évolution actuelle qui est liée au thérapeutique, au progrès médical et à la simulation, confère ce que l'on évoquait tout à l'heure. Deuxième évolution, c'est les évolutions de prise en charge des maladies chroniques et de la dépendance et l'essor de l'ambulatoire. Troisième évolution, c'est une évolution organisationnelle liée au lien que doit avoir l'hôpital avec les autres acteurs du système de santé. Et ça, c'est une vraie révolution, vous venez de l'évoquer, mais il faut évidemment la prendre en compte. Et puis la dernière, c'est ce que moi j'appelle et que j'applique, c'est l'expérience patient. C'est un concept qui vient d'Amérique du Nord, du Canada en particulier, et qui met le patient au cœur du système. Ça, c'est un vieux slogan, mais qui est une réalité dans les hôpitaux canadiens en particulier et qui est appliquée aux Hospices civils de Lyon et dans le CHU que j'ai eu l'honneur de diriger. C'est-à-dire qu'avec des patients experts, on vérifie et on fait évoluer les circuits de prise en charge. Eh bien, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est qu'il y a une exigence patient, désormais. Vous évoquiez l'individualisation du rapport à la santé tout à l'heure, monsieur Charles. Le patient, il a son iPhone, il dit, mais monsieur le directeur, comment vous allez améliorer mon circuit pré-hospitalier, mon circuit à l'hôpital et pourquoi pas mon circuit post-hospitalier. Et ça, si le directeur hospitalier ne prend pas en compte ces évolutions-là, il se plante, assurément, et il voit très vite que le numérique, c'est l'outil de transformation de l'hôpital et du système de santé pour les semaines et années à venir, et mois et années à venir. Alors, c'est déjà très, très concret. Hein. Il y a plus de 5 ans, je dirigeais l'hôpital Necker à l'époque, et nous avions participé au premier hackathon santé qui se déroulait à Paris, donc tout un week-end à phosphorer avec des jeunes informaticiens, des startups et puis des professionnels de santé. On avait déposé plus de 12 projets, 7 avaient été choisis, labellisés, mis en œuvre. Donc c'est une histoire déjà réelle, ancienne, concrète. Et puis dans le GHU à PHP Nord, Université de Paris, il y a un centre de recherche qui est universitaire, qui est dédié à la santé numérique. Et donc sur les 3 volets, le soin, l'enseignement avec un DU, et la recherche avec des essais qui sont liés à l'évaluation de l'application numérique dans le parcours patient. Et il y a des applications concrètes sur le préhospitalier, sur le parcours du patient en chirurgie cardiaque, sur le préhospitalier, sur
la période de son hospitalisation et sur le suivi post-opératoire avec des applications numériques. Donc, tout ceci est très concret, mais au-delà de l'emballement, voire de l'euphorie qu'il y a eu sur le sujet, il y a un enjeu de transformation qui est absolument essentiel. Et il faut s'emparer de la santé numérique, de la santé connectée. Intellectuellement, les idées sont faciles. Opérationnellement, les idées sont difficiles. Donc, Vivalto Santé, c'est une start-up, en fait. On l'a créée il y a 11 ans pour essayer de changer les bases du métier par rapport à des visions que les hommes du métier, les femmes et les hommes du métier qu'on a rassemblés n'étaient pas d'accord. On a, nous, adopté une raison d'être dès le départ. On l'a mis dans nos statuts et nous sommes en train de passer à une entreprise à mission, c'est-à-dire qu'on est en train de définir les paramètres, les indicateurs mesurables et auditables. Il faut bien montrer que notre raison d'être, elle est toute bête. C'est au service de tous, de soigner et d'accompagner les patients le long de leur parcours de santé et de leur vie. Dans ce monde de la santé, c'est le passage à l'acte qui est compliqué. Et le momentum actuel est un momentum historique. C'est la première fois qu'on commence à travailler vraiment ensemble entre le public et le privé. C'est la première fois qu'on travaille. La coalition a été un superbe exemple avec les industriels pour essayer de développer des solutions. Donc, le ministère a fait une feuille de route. La BPI, que je remercie probablement pour longtemps, a mis en place une stratégie systémique. Donc, on a une conjugaison des planètes, mais pour autant, le passage à l'acte, il est difficile. Je vais vous prendre 4 exemples, 2 difficiles et 2 faciles. On a dû, avec notre petite équipe, faire une petite quinzaine ou une petite vingtaine d'innovations dans les 5 ou 6 dernières années. Des innovations difficiles. Vous avez tous entendu parler de la RAC, la récupération rapide après chirurgie. Donc, on s'y est intéressé, nous, il y a 7-8 ans. Comment la propager? Donc, c'est une nouvelle façon de prendre en charge les patients. Durée de vie plus courte, moins d'anesthésiants, meilleure protocolisation de la prise en charge. Comment le faire? L'outil digital, c'est un outil qui nous permet de faire un squelette collaboratif. Parce qu'au début, on a vu les Suédois qui sont arrivés, pratiquement en même temps que nous, avec leur petit livre rouge. Moi, je rigolais en me disant, je ne connais pas les médecins, qu'ils soient hospitaliers publics ou qu'ils soient hospitaliers libéraux. Donc, on a développé une démarche collaborative, de telle façon à ce que les protocoles se réécrivent à chaque fois entre le personnel soignant, les infirmières, les anesthésistes et les chirurgiens. Cette démarche-là, c'est une démarche de terrain. Et le sujet de la RAC, maintenant qu'on l'a déployé dans la majorité de nos établissements, c'est un sujet de réécriture sur la base d'une plateforme qui est toujours la même, sur la façon de saisir l'information et qui est basée sur une capacité d'entraîner les gens sur le terrain. Ben ça, c'est compliqué. Deuxième chose qui paraît tout bête, j'ai fait des déclarations fracassantes il y a 5-6 ans, la préadmission administrative et la préadmission médicale, on va le faire et dans 50% dans 2 ans, il y aura 50% du personnel qui sera reconverti et ça sera super. Vous allez arriver dans l'aéroport comme vous prenez votre avion avec 5 ans après, quelques millions d'euros d'investissement. Sur toute la partie historique, on est à 60% de préadmission. Et toute la partie de nos établissements récents, on y passe difficilement. Il y a 2 sujets. Il y a un sujet d'interopérabilité de l'information entre notre information, l'information qui est disponible chez le médecin libéraux, et la capacité de notre personnel d'évoluer dans cette mission-là. La préadmission administrative, elle s'est heurtée à d'énormes difficultés d'évolution des métiers et d'interopérabilité compliquée. 2 sujets d'innovation facile. Quand on a voulu essayer de s'intéresser aux patients à domicile, je me suis dit, on a développé il y a 6 ans, 5 ans, on a obtenu un prix d'ailleurs à l'époque, l'accompagnement de la chimio à domicile, chimio orale, parce qu'on était quand même un petit peu stressé avec nos oncologues d'être capables d'accompagner quand même des poisons à domicile sur la façon dont ils savaient bien de le faire en bon moment et de bonne façon. Donc la chimio orale, c'était assez facile, on développait une tablette, une correspondance avec eux. L'outil technique était facile, on l'a d'ailleurs fait avec Roche, ça a été un outil collaboratif entre industriels et nous. Ça nous a juste posé le problème de la transformation du métier d'infirmière de coordination. Donc, on retrouvait le métier d'infirmière de collaboration. Et la dernière innovation sur laquelle je voulais juste insister, c'est les plateformes de gain de temps. Parce que finalement, notre vrai métier aujourd'hui, dans cette période Covid, ce n'est pas d'accueillir les patients Covid, c'est d'avoir le personnel pour le faire. On est tous dans cet état-là.
Il n'y a aucun sujet aujourd'hui, dans les 15 jours à venir, on ne sait pas. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas de problème d'accueil. On a un problème de personnel et de mise à disposition de personnel. On a développé une plateforme qui s'appelait MedGo, maintenant elle s'appelle Hublot, qui nous permet de pré-réserver les vacataires, qui fait gagner 2 heures de temps de travail. 2 heures de temps de travail, mais c'est considérable dans un monde hospitalier, surtout dans des démarches administratives. Ça, c'est arrivé facilement. Parce que tout le monde était évident que ces outils-là, comme les outils de smartphone de demain, les Quarnes qu'on est en train de déployer, il y a des outils qui sont faciles. Il y a des sujets d'innovation difficiles. Merci Gérard. Donc l'hôpital américain de Paris est un hôpital, petit hôpital, et qui a pour vocation d'offrir le meilleur de la médecine française et américaine à ses patients. Les patients de l'hôpital américain sont pour les 2/3 résidents en France et pour 1/3 sont des patients internationaux. Et notre enjeu, pour reprendre les mots de Daniel Caille, c'est en fait un passage à l'acte. Vous dites, votre mission, c'est de faire ça, mais comment vous passez à l'acte? Alors, le numérique en santé a eu pour nous 3 impacts. Le premier impact, c'est tout simplement pour les patients, parce que concrètement, vous pouvez leur donner un accès à l'innovation, où qu'elle soit, non pas quelle qu'elle soit, mais où qu'elle soit. Le deuxième impact, c'est pour nos soignants. On est dans la crise Covid, on est dans un épuisement des soignants, et le fait d'être avec de l'innovation, ça motive les médecins, ça motive les infirmières, ça motive les manipulateurs en radio. Le troisième impact, la troisième catégorie touchée, c'est tout simplement la direction d'un hôpital. Je suis frappé par le fait qu'on a actuellement accès à l'innovation numérique à des coûts qui sont finalement assez faibles. Et le retour sur investissement est finalement assez rapide. Je vais vous donner 2 exemples concrets. L'hôpital américain, il y a 30 ans, a ouvert un check-up center et donc s'est positionné très tôt sur la médecine préventive. On fait 6000 bilans par an. En 2018, on a ouvert le Women Risk Institute qui a pour mission d'évaluer le risque de cancer du sein chez une femme qui n'a pas de cancer, mais qui a une crainte d'avoir un cancer du sein. Je rappelle qu'en France, une femme sur 8 a un cancer du sein. Donc, Women Risk Institute. On a signé avec une start-up française qui s'appelle PrediLife, typique de ce qu'on entend ici, fondée par un polytechnicien, Stéphane Ragusa. Et cette technologie qu'offre cette start-up permet de quantifier le risque sur une mammographie en comparant la mammographie de la dame avec une base de données issue, 2 bases de données, une américaine issue de la surveillance des campagnes de dépistage aux États-Unis, 1 million de personnes, et l'autre en France, 350 000 personnes. Et d'autre part, il y a aussi une quantification et une analyse qui est faite sur les risques génomiques, le score polygénique. Un peu de détails. Au total, donc, on est capable de dire à une femme si le risque de cancer du sein pour cette dame il n'est jamais nul, s'il est faible, un peu élevé, moyennement élevé ou très élevé, avec bien sûr derrière des conséquences immédiates pour elle, plus de surveillance. Deuxième exemple, là aussi avec une start-up française qui s'appelle Incepto. Incepto est une start-up qui permet d'améliorer le diagnostic en imagerie. En fait, elle agit sur un concept que je trouve particulièrement intelligent. Elle screen le marché international, repère les meilleures solutions d'intelligence artificielle et agit ensuite comme un intermédiaire par rapport à un hôpital jusqu'à l'intégration dans nos équipements de radiologie existants et avec un modèle intelligent de pay-per-use, donc d'abonnement. Actuellement, nous avons signé sur 3 applications qui sont le cancer du sein, donc ça tourne en routine actuellement chez nous, Il y a 2 autres applications sur le cancer du poumon et sur les maladies neurodégénératives, la CEP et les démences. Ces 2-là ont été un peu retardés du fait de la crise Covid, mais ils vont arriver. Donc, je voudrais juste conclure ça en disant qu'il y a des exemples très concrets de passage à l'acte dans les hôpitaux, et c'est important. Je suis frappé par le fait que dans la première révolution, qui a été la révolution informatique il y a quelques années, qui a complètement révolutionné l'imagerie avec les scanners, les IRM, la robotique, la génomique, ça mettait beaucoup de temps à arriver. Là, il y a une capacité à aller vite qui est franchement assez enthousiasmante. Il faut quand même dire les choses. Merci infiniment. Juste pour rebondir sur cette expérience réussie ou ces expériences réussies, ou avec facilité ou avec difficulté, de temps en temps, ça se passe un tout petit peu moins facilement et il y a des freins. Alors, moi, je voudrais très rapidement vous demander, c'est-à-dire un tout petit peu plus brièvement, est-ce que vous trouvez toujours la bonne start-up quand vous avez l'idée du siècle? Est-ce que vous trouvez toujours la bonne start-up? Et puis, une fois que vous faites venir le petit gars ou la petite dame formidable
qui vous dit « je vais vous déployer ce système-là dans votre établissement ou dans vos établissements ». Ça se passe bien du côté du personnel soignant, il n'y a pas de frein. Je veux dire, la formation des personnels soignants se passe comme dans du beurre? Alors, ça se passe bien. Nous, ça fait 3 ans. 3 ans qu'on travaille avec l'ensemble du personnel, l'ensemble des directions, et on s'aperçoit qu'il y a une nécessité d'acculturation très importante. Et cette acculturation, elle doit être systématique et systémique. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle concerne tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont dans un processus de décision à l'intérieur de l'hôpital. Il faut que l'informatique des hôpitaux devienne le numérique. C'est plus de l'informatique, c'est du numérique. Et le numérique, c'est plus un ordinateur pour appuyer sur un bouton. Donc les freins, ils sont multiples, mais on peut les dépasser si on considère que les informations aujourd'hui deviennent demain des données. C'est-à-dire qu'il faut s'organiser autour de cet élément-là. Et donc, il faut faire un effort, je pense, considérable d'acculturation, d'accompagnement des équipes et de diffusion, je dirais presque de vulgarisation autour d'une bonne idée qui deviendrait une start-up et qui deviendrait peut-être une licorne ou autre chose. Il y a beaucoup de projets, il y en a presque trop. Ça bouillonne et tous les services ont une idée pour une application numérique qui faciliterait leur fonctionnement. Ça, c'est le premier frein, je trouve. C'est trier, leur dire non. Et quand bien même on accompagne, il y a le sujet de l'acculturation, parce que je pense que tout sujet d'application numérique doit se faire avec les professionnels, sinon on n'y arrive pas. Mais il y a quand même de l'acculturation de part et d'autre entre les professionnels et les industriels pour que le résultat soit efficace. Et puis il y a le sujet du tri et de la priorisation au sein d'un hôpital sur quelques projets qui valent le coup et qui pourront être déployés ailleurs que dans le service qui a eu l'idée de l'applicatif en question. Et dernier point, c'est le business model qui fait que nos partenaires, parfois, ils ne voient pas comment ils vont tenir sur la durée, parce que le business model des outils numériques, il est quand même très, très fragile, voire très faible, en raison de la taille même, voire de la multiplicité des acteurs. Voilà les freins que j'identifie. Le premier des freins qu'on a, nous, c'est l'interopérabilité des systèmes d'information. Ça a été un scandale. Ça a été un scandale depuis 20 ou 25 ans. Ce gouvernement-là est enfin en train de prendre une politique industrielle. Je pense qu'on est sur les bases, les socles, on est en train enfin d'avoir une stratégie qui impose à nos éditeurs de logiciels des bases d'interopérabilité, parce qu'on a beau dire, on a beau faire, on ne se causait pas. Donc, si vous voulez, moi, le nombre de choses que j'ai été obligé d'arrêter, parce que j'étais incapable de communiquer avec la médecine de ville, c'est juste ahurissant. Deuxième, c'est vis-à-vis des startups. Moi, mon métier, c'est plutôt de les accompagner dans ce qu'on appelle le POC, c'est-à-dire le Proof of Concept. C'est-à-dire qu'on est sur, attendez, tu as peut-être une idée, mais nous, on est capable de la regarder, d'essayer et te donner un sens de retour de la faisabilité économique et de la faisabilité humaine de tes idées. C'est ce moment-là où Vivalto Santé, on a de la valeur pour la start-up. Avant, on n'est pas plus intelligent que d'autres. Et après, il y a besoin de beaucoup de moyens financiers. Et ce n'est pas le métier de Vivalto Santé de les accompagner. Mais derrière, le dernier schéma, c'est la transformation de nos métiers. Et on a beau le dire, on a beau le faire, là, il va y avoir 1,4 milliard d'argent qui va être mis sur la place pour développer le numérique, qu'il y ait de l'argent pour aider à la transformation opérationnelle de nos métiers sur le terrain. Ça ne sert à rien de mettre de l'argent dans des solutions dans lesquelles notre personnel n'est pas capable de la domestiquer et d'apprendre. Donc, s'il vous plaît, monsieur le gouvernement, mettez un petit peu d'argent sur des protocoles d'application qui favorisent l'innovation et qui récompensent les équipes qui modifient leur pratique. Oui. Le principal frein dans un hôpital est probablement humain, depuis l'alignement, depuis la direction jusqu'aux opérateurs. Mais moi, je voudrais donner un message d'optimisme qui est tout simplement que, désolé de le dire comme ça, mais la nouvelle génération est extrêmement à l'aise avec tous ces outils. Donc, en fait, la mise en œuvre, finalement, est assez simple. Oui, d'accord avec Daniel, une fois de plus, sur le fait qu'il faut simplement mesurer clairement les retours sur investissement. Et troisième frein, c'est le business model, évidemment. C'est-à-dire, on nous demande des investissements. Tout à l'heure, j'ai mentionné des investissements à petit coût et à forte rentabilité. Encore faut-il que l'hôpital ait un modèle économique qui lui permette de le faire. Donc, si on se place de façon plus générale pour les hôpitaux en France,
si l'innovation ne trouve pas son modèle économique, il va y avoir un problème. Si vous aviez en 30 secondes chacun un message à faire passer, allez-y, c'est à vous. Je reprends celui de l'argument de Daniel Caille. Je pense que si les personnes qui s'occupent d'autres personnes pour leur santé, leurs soins, etc., n'utilisent pas les solutions, ça ne marchera pas. Pendant 20 ans, dans les hôpitaux, les ordinateurs étaient dans les placards parce qu'on préférait écrire. Donc, depuis 30 ans, on a 400 solutions, 400 éditeurs qui ont autant de clients différents. Donc, il faut absolument que tout le monde s'engage parce que le socle, l'interopérabilité et le socle de communication entre les professionnels soit le même. Merci et ça, beaucoup. c'est un engagement nécessaire. Ça, je me mets ma place. Un message, c'est pas simple à formuler, sauf qu'il faut convergence, tutelle, acteurs et industriels pour structurer l'offre et l'utilisation. Mon message, ça serait aide-toi et le ciel t'aidera, c'est-à-dire faisons équipe. Je pense que le Covid a montré qu'on était capable de travailler ensemble, qu'on avait tissé des liens avec les industriels comme jamais on a tissé des liens avec l'hôpital public comme jamais on a tissé. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout ne pas faire disparaître cette capacité qu'on a eue de prendre en charge des patients dans des situations de crise. Et l'équipe, si on arrive et si on nous aide un peu, quand même à nous donner un petit peu, parce qu'on est quand même dans une économie complètement administrée et aidée, si on nous donne un petit peu d'incitation pour le faire, il y a des trésors de productivité qu'on peut mettre en place. J'ai un message simple. Il faut que l'initiative que vous avez prise réussisse. Parce que je crois que l'incubateur en santé numérique est l'exemple même de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire mettre ensemble les différents acteurs et obtenir assez rapidement des résultats concrets. Vous avez été absolument formidable. Je pense que cet incubateur, moi, il me semble qu'il est singulier, parce qu'il met autour de la table évidemment les opérateurs, mais aussi les financiers, aussi ceux qui conçoivent et déploient des systèmes, et puis des organisations qui ont la dissémination territoriale à cœur. Donc, les quatre sont indispensables. Et puis, je voudrais dire un mot qui n'a pas encore été prononcé. Cet incubateur, on y reviendra probablement, il est singulier parce que son cœur, c'est le mentorat. Autrement dit, confier à des très grands professionnels le soin de cocooner les jeunes pousses. Merci à tous. Merci à vous. On passe à la prochaine table ronde et j'appelle Franck Mouton, président de France Biotech. J'appelle aussi Olivier Nataf, président d'AstraZeneca France. Et je crois que Fabrice est avec nous, mais en Teams, hein, c'est ça? Fabrice est malade. Donc, et Fabrice dirige la communauté de France Digital. Bonjour à vous. On va parler de Coalition Innovation Santé. Pendant la première vague de la pandémie, on va dire première vague, on a le droit de le dire aujourd'hui, hein, je crois. En même temps qu'on applaudissait à 20h nos médecins, nos professionnels de santé pour les encourager, on a vu naître ce mouvement qui est la Coalition Innovation Santé pour apporter des solutions numériques pour aider les hôpitaux et qui a permis en fait de fédérer des acteurs qui ne se parlaient pas, portés par un élan de solidarité, et tout ça en un temps record. Comment est né ce mouvement, Franck? Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à la BPI, parce que la BPI a fait partie des tout premiers à rejoindre la coalition. Donc, un grand merci. En fait, ça s'est passé dans la première quinzaine de mars, où on a échangé avec un certain nombre de médecins qui nous demandaient de savoir si les innovations qu'on portait pourraient permettre de limiter un peu la casse pour les patients atteints de maladies chroniques, et en particulier donc d'éviter les pertes d'opportunités de prise en charge d'une part, et d'autre part de les surexposer au risque Covid. Et donc c'est là que s'est mis en place en premier lieu un appel à manifestation d'intérêt où on s'est réunis avec France Digital et MedTech in France. Et puis 2 jours après, Olivier m'a appelé pour me dire transformons cet appel à manifestation d'intérêt en appel à projet.
et construisons une coalition pour faire en sorte effectivement que cette dimension-là d'utilisation, évidemment plutôt de l'e-santé, permettent aux patients atteints de maladies chroniques de bénéficier le plus vite possible de ces solutions-là. Voilà comment c'est né. Olivier, comment vous l'avez vécu? En fait, ça a été extrêmement simple, puisque j'aime bien aussi l'outil LinkedIn, puisque c'est là que Franck avait publié son post. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est mis en contact. Et en fait, on s'est aussi mis en contact en parlant de deux choses. La première, c'était pourquoi il faut donner du sens. Et ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important, surtout dans l'évolution, la révolution numérique. C'est toujours donner du sens. Se demander pourquoi on fait les choses et pas seulement se dire on le fait parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut parler d'innovation, il faut faire de l'innovation, il faut mettre du sens derrière les mots, derrière les actes. Et le deuxième point, et c'est pour ça que la coalition, l'idée de coalition était importante, c'est d'avoir un impact. Donc, se donner du sens et réussir à faire quelque chose. J'ai vu beaucoup trop de projets, finalement, qui aboutissent à avoir fait un proof of concept ou être une invention. Mais de l'invention à l'innovation, il y a l'adoption. Et donc, ça nous paraissait extrêmement important aussi d'être précis sur l'orientation résultat-impact. Merci. Je crois qu'on va passer la parole à Fabrice. Il nous entend? J'apprécie énormément tout ce qui a été dit jusqu'à présent, parce que ça va dans le sens un petit peu de ce qu'on a vécu avec la coalition Innovation Santé. On s'est retrouvés les premières semaines du confinement avec des besoins qui ont explosé dans tous les sens, et notamment des besoins pour les patients classiques qui ne pouvaient plus être traités puisqu'ils étaient confinés chez eux comme je le suis aujourd'hui. On s'est retrouvé avec énormément de besoins, des gros établissements de santé qui souhaitaient gérer des flux qu'ils n'avaient pas l'habitude de gérer. Et on s'est retrouvé de l'autre côté avec à peu près entre 2 et 300 startups qu'on a recensées dès le départ, qui avaient des solutions très concrètes à proposer, soit de par leur nature, soit pour la mise en place de nouveaux produits dans le cadre du Covid. Grâce à cette coalition Innovation Santé, on a réussi à monter en quelques jours, en quelques semaines, des connexions qui habituellement prennent plusieurs années à se mettre en place. Donc je pense qu'on va pouvoir le redétailler dans quelques instants, mais le Covid a été, dans notre malheur, ça a été une énorme opportunité aussi de pouvoir faire bouger les choses et d'aller beaucoup plus vite que d'habitude. Et c'est ça qui a été très bon. Je pense qu'on va pouvoir y revenir dessus dans quelques instants, je pense. Merci Fabrice. Alors, quels enseignements, quels facteurs clés de succès, quel type d'impact? Je pense que la première chose, c'est de penser aux enjeux qui étaient liés à la coalition, c'est-à-dire d'aider le système de soins à améliorer la prise en charge dans cette condition de crise sanitaire. Et je pense que ça, on peut vraiment se féliciter. Aujourd'hui, on mesure à peu près un impact sur déjà 20 000 patients et ça continue à se mettre en œuvre. Il y a 18 projets qui ont été retenus sur 405 présentés. Donc, on voit qu'effectivement, là-dessus, en l'espace de quelques jours, une cinquantaine d'acteurs, évidemment de l'industrie pharmaceutique et d'autres secteurs d'activité se sont réunis pour plusieurs choses. La première, c'est évidemment de s'être engagé dans la coalition pour soutenir ces innovations et faire en sorte qu'elles interviennent sur le terrain le plus vite possible. Olivier avait retenu Digital Pharma Lab comme opérateur pour justement faire à ce moment-là de façon extrêmement pragmatique la mise en œuvre sur le terrain. L'autre aspect, je trouve, qui pour moi a été un facteur clé de succès, c'est vraiment cet aspect de plateforme qui, à mon sens, est unique. Et je pense qu'il faut vraiment tirer profit de ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les projets étaient présentés à la coalition, les projets étaient présentés à la fois dans leur caractère innovant et dans la réponse qu'ils pouvaient apporter sur les terrains, mais en face de cela, il y avait un utilisateur. Et cet utilisateur devait exprimer effectivement comment il allait mettre en place la solution qui était proposée. Et ça, ce lien entre innovateur et utilisateur, pour moi, a été quelque chose d'extrêmement performant sur la mise en œuvre. Oui, alors comme enseignement, je
dirais peut-être le premier est assez simple, c'est le volontarisme. Moi, il y a une citation de Mark Twain que j'aime bien et que j'utilise souvent, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et je pense que c'est extrêmement important de nos jours de raisonner comme ça et d'avoir une tolérance zéro pour tout ce qui consisterait à être du French bashing, que c'est toujours compliqué en France et que ça ne peut pas se faire en France. Ça peut se faire quand on a justement de la volonté et puis effectivement les bonnes connexions. Le deuxième point qui nous a beaucoup aidé, je pense que c'est, et Christophe est là pour en témoigner parce qu'il a été extrêmement moteur sur ce point-là, la méthode. Il faut être organisé, il faut avoir une méthode. L'innovation, ça s'accompagne, l'incubation, ça s'accompagne. Et donc, tout ça, ça doit s'organiser de manière assez systématique. Et ça a été aussi un facteur clé de succès. Et le troisième élément qui a été extrêmement important, c'est de travailler avec la PHP, de travailler avec Vivalto Santé, parce que c'est de là aussi que ça part, c'est là que les besoins sont, c'est là qu'ils sont identifiés, et c'est là que nous devons aller les chercher, les écouter, en plus effectivement des besoins qui viendraient directement des patients. Donc là, ça a été aussi un élément clé pour que tout cela puisse fonctionner. Ça n'aurait pas fonctionné sans la PHP et Vivalto Santé. Fabrice ? Oui, effectivement, j'abonde dans ce qui a été dit. Très important de pouvoir partir du besoin patient. Effectivement, donc de se dire que... Est-ce que vous m'entendez ? Ouais. Oui. Ouais, ok, top. Donc effectivement, à partir du besoin patient. Et ça, c'est quelque chose qui a été très fort aussi et qu'il faut qu'on arrive à garder. C'est qu'on a... Malgré les besoins qu'il y avait entre deux grosses entités, donc ça peut être les hôpitaux, l'hôpital de Paris, ça peut être des laboratoires qui se sont associés à la coalition, ça peut être des startups, etc. On est quand même parti du besoin patient, et ça c'est vraiment quelque chose qui est primordial. On en a parlé tout à l'heure, arriver à prendre en compte les retours patients et pouvoir les réintégrer régulièrement dans le processus. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui a été très puissant. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a pu mettre en place des connexions et mettre en place des expérimentations très rapidement pendant la période du Covid. Ce qui est un petit peu plus compliqué maintenant, et je sais que on est dans un des pays les plus innovants en termes de santé depuis toujours, par rapport à notre système de prise en charge de la santé. Ce sur quoi il faut qu'on travaille maintenant, c'est la pérennisation de toutes ces innovations qu'on a pu mettre en place, de toutes ces passerelles, de tous ces liens, de toutes ces connexions qu'on a pu faire. J'ai entendu des super retours depuis tout à l'heure. On a parlé d'interopérabilité, on a parlé d'accès au marché, de financement. Je sais qu'avant le Covid, pour 1 euro qui était investi dans un hôpital pour faire de l'innovation, potentiellement à la fin, on n'en voyait arriver que 20 centimes sur les acteurs finaux. Aujourd'hui, avec des coalitions comme celle qu'on a mis en place, on voit qu'on se met vraiment au cœur du système et on répond directement aux besoins. Et le but étant, à travers la mise en place d'innovations, de coalitions comme ça, et avec l'accélérateur, l'incubateur que vous mettez en place aujourd'hui, le but, c'est pas de surcharger les personnes qui sont dans les hôpitaux, qui sont les médecins et qui sont déjà surchargés. Le but, c'est d'arriver à mettre en place des innovations pour leur faciliter le travail et puis pour faire en sorte que demain, le patient puisse être mieux pris en charge, plus longtemps et plus en amont peut-être. Très bien. On va aller faire. Non, mais tout à fait. Donc, on vous l'a dit, il y a 405 startups qui ont présenté leurs innovations de toute nature, surtout de la téléconsultation, de la télésurveillance, du suivi aussi de matériel en milieu hospitalier. C'est de ça dont on parle, c'est-à-dire de solutions qui se sont implémentées directement sur le terrain. Je peux citer Domicalis, donc la solution Ambulis qui a été proposée. Donc, c'est effectivement avec Vivalto Santé. C'est le laboratoire Lily Roche. Vous pouvez...
un logiciel de ce type, une autre entreprise qui s'appelle BioSensi qui fait des objets connectés, bracelets qui vont suivre votre fonction respiratoire à distance. Donc, vous imaginez bien que dans le cadre des affections Covid, ça a beaucoup de sens. Et aussi une application qui s'appelle Bulle, qui a été développée par une société qui s'appelle MyCharlotte pour accompagner notamment les patients cancéreux qui sont confinés et qui ont aussi des enjeux, par exemple, de santé mentale. Et là, cette application les aide à faire du yoga, de la relaxation, du divertissement et des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup, vous voyez, c'est 3 domaines, hein, le logiciel organisationnel, l'objet connecté qui permet de suivre la fonction respiratoire et l'application Bulle pour accompagner les patients et leur santé mentale. 3 sujets extrêmement différents. Et vous en ajoutez 17 autres comme ça, et c'est ce qu'on a contribué à accélérer. Sur le diabète, sur la sclérose en plaques, typiquement le suivi des respirateurs, des pousse-seringues, ne serait-ce que ça, enfin, l'organisation dans milieu hospitalier de où se trouvent les objets pour gagner du temps, enfin voilà, c'est tout ça qui a été déployé. Et par rapport à l'impact, moi ce que je retiens, c'est d'abord une aventure humaine que j'ai trouvée incroyable. Merci Olivier, parce que c'était un moment juste, Christophe qui est là, je pense qu'il a encore des cernes de cette situation parce que ça a été un boulot incroyable. La pharma a mis 90 personnes pour travailler sur l'évaluation et les déploiements. Donc là aussi, il n'y avait pas que de l'argent, il y avait beaucoup de savoir-faire. Et ça merci, un grand merci à eux. La BPI, tout le monde a participé, tous les 50 acteurs ont mis du personnel pour aider au déploiement. Ça a été évidemment pour les soignants, les aidants et les patients, évidemment. C'est-à-dire que là-dessus, il n'y a pas que les patients, il y a aussi l'organisation du soin. Je pense que ça aussi, c'est aller dans cette direction-là. Il y a le fait qu'on ait pu mettre en lumière 405 boîtes françaises devant l'ensemble de l'industrie pharmaceutique. Et ça, je trouve que c'est génial. D'autre part, c'est aussi la possibilité pour ces boîtes-là qui se retrouvaient quand même dans une situation assez difficile économiquement, de continuer à faire des partenariats avec l'industrie. Et ça, je trouve que ça a été aussi formidable. Et au-delà de ça, je pense que, sauf AstraZeneca évidemment, mais j'ai quand même l'impression que ça a servi aussi à un certain nombre d'industriels de se mettre à jour sur ce que l'innovation en santé digitale pouvait faire aujourd'hui. Et ça, je pense qu'on peut s'en féliciter aussi. Merci. Alors, pour finir, et pour pérenniser ce mouvement, quelle est la bonne recette de cuisine pour aider justement des structures qui peinent à prendre des décisions, à se mettre en mouvement? Sur la recette, aujourd'hui, ce qui a fonctionné, c'est effectivement d'avoir tous les acteurs qui se mobilisent très rapidement et d'être capable de mettre en place une interopérabilité. Nous, aujourd'hui, ce qui nous manque, donc on va passer des centaines de startups. Chez France Digital, on a même une task force qui est dédiée, un groupe de travail qui est dédié à ça. Et on a rencontré Olivier Véran avec quelques représentants il y a 2 semaines. Le vrai besoin qu'on voit, c'est d'être capable de donner des moyens aux établissements de santé, aux énormes établissements, de pouvoir avoir des équipes dédiées qui travaillent sur ça. Donc, c'est pas seulement un directeur de l'innovation, pas seulement un directeur de la data, mais c'est d'être capable de prendre en charge toutes ces innovations pour les faire intégrer au plus vite au sein de l'établissement. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et c'est pas uniquement mettre de l'argent et attendre que ça se fasse, c'est d'avoir derrière des équipes en interne qui soient capables d'accompagner les différents médecins qui sont déjà surchargés par leur propre métier. On en parlait tout à l'heure, je sais plus qui disait ça, je crois que c'était à l'hôpital américain de Neuilly, disait que le personnel impliqué était ravi en fait d'avoir pouvoir mettre en place des innovations. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est effectivement important, mais que ça doit se faire dans un bon cadre, que ces gens-là puissent avoir les ressources et les moyens nécessaires pour le faire. Et pour ça, il faut que les différents industriels, les différentes startups, etc., continuent de se mettre autour de la table et continuent de faire place à l'innovation, de mettre en place des nouvelles structures hyper innovantes sur ça. Et donc derrière, le dernier composant de la recette, c'est effectivement le financement. C'est-à-dire être capable d'avoir du financement qui va vers les bonnes startups au bon moment,
pour que les startups aient suffisamment de temps pour faire de la R&D et qu'on leur demande pas tout de suite, voilà, vous devez répondre au cahier des charges hyper impressionnant qui demande des critères de 300 pages, mais que vous puissiez en tout cas développer un produit qui est satisfaisant. Donc, que vous ayez accès à ce cahier des charges-là et que vous ayez les moyens pour avoir accès à ce cahier des charges-là. Donc, c'est le financement qui va vers les startups au bon moment. Alors, je vais continuer sur ce sujet de structure très rapidement. Vous donnez le point de vue de l'industriel parce qu'il faut qu'on change. Nous, on est focalisé sur le développement de médicaments et c'est notre cœur de métier. Mais pour passer du soin à la santé, il faut évidemment faire autre chose. Et donc, en termes de structure, je peux vous donner un exemple de ce que l'on fait chez AstraZeneca. On avait traditionnellement des départements accès au marché et puis des départements excellence commerciale. Aujourd'hui, on a changé, il n'y a pas que les mots. Donc, aujourd'hui, l'accès au marché est devenu accès à l'innovation et stratégie territoriale. Et donc, on a une équipe stratégie territoriale parce que je suis tout à fait d'accord. En fait, le lien entre le numérique et le territoire est extrêmement serré, même si le numérique doit ouvrir et permettre de faire les choses à distance. Mais le lien avec le territoire, à mon avis, est extrêmement important. Donc, ce département stratégie territoriale va faire autre chose que du marché hospitalier qui était traditionnellement ce que faisaient les laboratoires pharmaceutiques et va participer. On a déjà des projets d'article 51 et de compréhension et d'accompagnement, par exemple, des GHT pour comprendre comment on doit travailler à faire évoluer la prise en charge des patients localement. Et la deuxième évolution donc, de l'excellence commerciale, on est en train de passer à un département qui s'appelle Digital, Transformation et Innovation. Donc, on a mis l'excellence commerciale dans le business et on se focalise sur ça. On a un hub innovation qui accompagne les startups. On a fait du bottom-up, comme on dit. On a commencé avec un programme qui s'appelle Realize sur l'oncologie il y a 3 ans. Mais aujourd'hui, il faut se professionnaliser, se structurer. C'est pour ça qu'on a ce département-là. Et le mot transformation est extrêmement important parce qu'au sein de l'entreprise, il y a toute cette acculturation qui est essentielle parce que sinon nos délégués médicaux, par exemple, ne comprennent pas ce qu'on dit parce qu'on ne comprennent pas. Et l'acculturation, elle vaut aussi, si on passe du soin à la santé, il faut passer du patient au citoyen. Et donc, il faut que le citoyen comprenne ce que l'on dit. J'ai mal au cou tellement j'ai acquiescé en entendant le panel d'avant parce qu'on a une communauté d'état d'esprit ici qui est extrêmement claire et on est tous d'accord. Et donc, il faut qu'on communique vers l'extérieur et que tout le monde comprenne ce dont on parle, ce que l'on veut faire et l'ambition que nous avons pour la santé. Merci à vous. Et j'appelle président de... Avant la présentation du dispositif, donc Géraldine Welter, qui est directrice adjointe dans le département de transition numérique de la Banque des territoires. Bonjour à tous. Je remercie Shara de m'avoir invitée aujourd'hui. Je suis très heureuse de pouvoir un peu vous raconter une des belles histoires auxquelles la Banque des territoires est impliquée. Alors, la Banque des territoires, au sein de la Caisse des dépôts, c'est une banque qui, depuis son origine, s'est tournée entièrement vers les territoires pour les rendre, on le dit souvent, à la fois plus attractifs, plus connectés, plus inclusifs, plus durables. Et donc, il était impensable que dans ce contexte-là, on ne se saisisse pas à bras-le-corps du sujet de la santé. Alors, parmi les nombreux métiers de la Banque des territoires, on en a un qui est celui de soutenir l'innovation numérique, qui est le sujet dont on parle aujourd'hui, en investissant dans des entreprises qui vont, grâce aux outils numériques, apporter des solutions nouvelles pour rendre à la fois des services de meilleure qualité et plus efficients, à la fois aux citoyens, aux professionnels de santé et aux collectivités territoriales. Alors, j'aimerais évoquer avec vous aujourd'hui l'histoire d'une société dans laquelle nous avons investi en 2018 et nous avons eu des creux pour cela, qui a apporté à son échelle, avec les moyens dont elle disposait, une forte contribution au moment de la crise. Cette société, elle s'appelle Click & Care et je tenais à remercier à la fois sa fondatrice, qui est Lina Bougrini, pour tout ce qu'elle a fait. Alors, qu'est-ce que c'est que Click & Care ? C'est une plateforme numérique qui met en relation des professionnels de l'aide à domicile avec des personnes qui sont soit en situation de perte d'autonomie totale, comme ceux qui sont grand âge, ceux qui sont atteints de situations de handicap ou les maladies chroniques, avec
et puis ceux qui sont en situation de perte d'autonomie partielle, les fameuses sorties d'hospitalisation. Comment ça fonctionne, cette société? C'est très simple. C'est à la fois un logiciel qui va fournir un logiciel de recrutement et de gestion en ligne qui va fournir des profils d'aide à domicile qualifiés, géolocalisés, et qui va apporter un service de notation par les clients. Et puis de l'autre côté, c'est un service clientèle qui va conseiller les utilisateurs avec une permanence téléphonique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Click & Care, c'est aujourd'hui déjà, c'est une très jeune entreprise. Aujourd'hui déjà, c'est 60 000 profils professionnels qualifiés, à la fois des auxiliaires de vie, des aides-soignants, des agents des services hospitaliers qui sont prêts à intervenir sur l'ensemble des territoires. Et demain, et j'espère qu'ils tiendront leurs objectifs, 2021, ce sera 150 000 personnes qui seront référencées sur la plateforme. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait et comment ils ont été mobilisés? Dès le début de la crise, en mars dernier, ils ont été sollicités par les hôpitaux pour aller aider à répondre aux demandes de sortie d'hospitalisation dans une logique très claire, celui d'accélérer la libération des lits et de permettre d'admettre plus de patients atteints du Covid-19 en situation d'urgence. Click & Care a aussi aidé de façon bénévole beaucoup d'établissements pour recruter de nouveaux aides-soignants. Alors, je vous donne quelques chiffres parce qu'ils sont éclairants. Click & Care a été mobilisé pour la première fois par l'AP-HP le 27 mars, et 10 jours après le début du confinement. Au début, sur une toute petite demande, un besoin de recrutement de 3 aides-soignants. Ils ont été sourcés dès le soir même. 3 jours après, le 30 mars, on a fait appel à Click & Care pour recruter 10 aides-soignants. Ils ont été recrutés le lendemain. Le 3 avril, au cœur de la crise, on a demandé à Click & Care d'aller recruter 150 aides-soignants pour ouvrir le nouveau bâtiment Covid Mont-d'Or à Créteil. Devant la réactivité de Click & Care, l'AP-HP s'est tournée vers l'ARS pour leur recommander la solution et pour aller aider au recrutement de personnel, cette fois-ci dans les EHPAD. Et sur 500 demandes, Click & Care en a apporté 300. Voilà. Et avec la recrudescence, vous voyez, aujourd'hui actuelle de l'épidémie, de nouveau, l'ARS s'est tournée vers Click & Care pour apporter de nouveaux recrutements dans les établissements de santé. Voilà. Donc, on voit bien que la dynamique s'installe et elle se poursuit. Au-delà de la mobilisation pendant la crise, le modèle de plateforme comme Click & Care, il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il a 2 forces. C'est un outil numérique et donc, ça permet de gagner en efficience et de partager l'amélioration des gains de productivité. En l'occurrence, le modèle Click & Care, il est très inclusif parce qu'il permet à la fois de baisser le reste à charge des personnes qui vont être aidées, d'améliorer le salaire des aidants et de baisser le montant des aides publiques, notamment pour les collectivités territoriales, les départements qui gèrent l'APA. Dans nos estimations, on a estimé qu'une conversion de 5% des bénéficiaires de l'APA vers une plateforme comme Click & Care permettrait de faire gagner des dizaines de millions d'euros par an au pouvoir public. La deuxième force du modèle, c'est ce qu'apporte justement l'outil numérique, c'est de pouvoir recruter, quel que soit son emplacement sur le territoire, ses personnels soignants et ainsi de faire la mise en relation avec, pareil, quel que soit le territoire, des personnes qui ont besoin de cette aide, y compris sur les territoires les plus isolés. Voilà. Alors, si vous voulez, à la Banque des Territoires, nous, on recherche des entreprises comme ça. Des entreprises qui, à la fois, savent allier une solution pérenne avec un modèle économique, puisqu'on est des financiers, on est des investisseurs, et en même temps, avec un impact social et territorial qui va être très grand. À la Banque des Territoires, on dit souvent, voilà, notre mission, c'est d'aller organiser les écosystèmes locaux, les collectivités territoriales, les professionnels de santé, les autorités de santé au niveau local. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très intéressant dans la démarche portée par BPI et par Chara, c'est de dire qu'il faut aussi des gens qui vont organiser les écosystèmes des accompagnants et des financeurs que nous sommes. Parce que ça, si on y va de façon divisée, on y va moins bien. Et donc aujourd'hui, et voilà, on souscrit pleinement à cette démarche. On sent qu'on est sur le bon chemin et on est très heureux d'en faire partie. Merci beaucoup. Merci. Merci Géraldine. Donc, merci à vous, merci de votre patience, parce qu'on va passer à la présentation du dispositif.
Donc, vous avez compris, le fil rouge de cette matinée, c'est mieux soigner les patients grâce à l'innovation en santé numérique portée par les startups. Et justement, avec Céline, on va vous présenter un dispositif pour accompagner les startups. Alors, c'est le résultat d'un constat investisseur. Et on a compris on a lancé en fait le Fonds Patient Autonome en 2018 et on a compris au bout de 2 ans en fait qu'il manquait quelque chose pour que justement accompagner le changement d'échelle, que l'argent ne faisait pas tout. Alors, juste pour poser en fait, présenter un petit peu ce constat, dans en fait le monde de sciences de la vie, santé, biotech, il y a tout un accompagnement qui est déjà maîtrisé depuis la loi 99, la loi de l'innovation, et puis la lancée de lancement des SAT en 2010. Dans le monde du numérique, cet accompagnement est complètement en fait mûr grâce aux serial entrepreneurs qui sont dans les boards, investissent en amont de la chaîne, etc. En fait, quand on observe le monde de la santé numérique, on s'aperçoit en fait qu'il y a un ensemble de problématiques. C'est une somme de problématiques. L'entrepreneur est souvent isolé, avec un besoin d'être challengé. Il a très peu de réseaux et de carnets d'adresses qui lui permettent d'échanger. Il y a un manque de vision parce qu'il n'appréhende que partiellement la réalité de son secteur. Et il n'est pas intégré dans un écosystème propice à l'accélération de sa création de valeur. En plus de ça, côté donneur d'ordre, alors donneurs d'ordre, en fait, on a parlé aujourd'hui, ce sont les grandes entreprises qui sont en fait sensibles au coût de santé, donc les établissements de santé, les mutuelles, les pharma, les medtech, les entreprises en fait de la transformation numérique et du big data, donc bien sûr et les mutuelles, je crois que je les ai dit. Donc les donneurs d'ordre travaillent en silo, chacun avec son prisme. Et en fait, quand on croise les deux visions, entrepreneurs et donneurs d'ordre, il n'y a pas en fait de vision globale de la chaîne de valeur. L'écosystème est très riche, il est éparpillé, il n'y a pas d'efficacité, de cohérence globale. Il y a beaucoup de projets sans communication, avec des difficultés à gagner en masse critique. Et enfin, le gros problème, en fait, c'est l'accès au marché, qui est compliqué. Beaucoup d'expérimentation, des problématiques en fait d'évaluation par certains acteurs, avec une réelle difficulté aussi à fixer un business model. Et pourtant, en fait, on est sur un marché en fait qui est juste extraordinaire en devenir. Et on s'est dit en fait que associé en fait au financement, il fallait en fait 2 autres briques et 2 autres briques totalement intégrées. La première est intégrée en fait tout au début en fait de la vie de l'entrepreneur. La première en fait c'est une communauté qui fédère pour casser les silos, pour justement créer du lien, faire monter en expertise et en expérience. C'est le feedback qui est la valeur pour gagner du temps, acheter de l'expérience. Le deuxième en fait c'est qu'en même temps qu'on place en fait l'entrepreneur dans un environnement propice à la collaboration et la collaboration avec des échanges qualifiés, on rajoute une deuxième brique, en fait, qui est faire monter en vision. Et Céline vous présentera tout à l'heure l'incubateur, qui est l'essence même de l'incubateur. Et puis, en fait, il y a la brique financement, parce que sans financement, on n'y arrive à rien. Mais les 2 autres briques sont essentielles. Donc, on peut passer à la 3e. Alors, effectivement, en fait, sur la partie communauté, si on se concentre 2 secondes dessus. L'objectif, en fait, c'est de fédérer en fait l'ensemble des acteurs par segment de marché de ce gros marché qui est la santé numérique. Et donc, en fait, tous les acteurs dont on a parlé, justement pour faciliter le transfert de compétences. Et juste les 2 questions en fait qui devront être adressées. En fait, côté en fait donneur d'ordre, en fait, c'est quel type de gain de productivité ils recherchent. Et ça, c'est un point en fait qu'ils ont du mal en fait à éclaircir eux-mêmes en fait. S'ils veulent intégrer des plateformes, des startups et en fait les attirer vers eux, il faut qu'ils sachent ce qu'ils cherchent. Et en fait, c'est très très difficile dans ce marché en fait qui est complètement nouveau et neuf. Voilà. Et le deuxième point, effectivement, c'est quels sont les gaps d'innovation dans leur propre chaîne de valeur et comment les combler en fait par de l'innovation en santé numérique. Côté start-up, la question à résoudre en fait, c'est démontrer la pertinence et la supériorité de leur innovation et surtout pérenniser leur modèle économique. Et justement, c'est l'échange entre ces 2 classes d'acteurs qui permettra en fait d'apporter des réponses. Alors,
si on se concentre un petit peu sur qu'est-ce qu'on va faire exactement, parce que l'objectif, ce n'est pas en fait un syndicat professionnel, ce n'est pas un think tank, ce n'est pas non plus, on va dire, un groupe de travail en fait important où les gens ont plaisir de se rencontrer. L'objectif en fait, c'est de pouvoir être, on va dire, opérationnel sur certains sujets. Alors évidemment, en fait, la rencontre est importante pour justement apprendre à se connaître, savoir ce que l'autre cherche, parce que ça, on s'est rendu compte que peu de startups savaient ce que cherchaient exactement les donneurs d'ordre, et donc le fait de pouvoir se présenter, c'était quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est de pouvoir en fait qualifier les échanges en fonction de la maturité. Et ça, c'est en fait aussi de notre responsabilité côté BPI France. On a aussi, en fait, on représente ici le tiers de confiance qui va permettre en fait de créer l'échange en toute sérénité, puisque ce sont des entreprises quand même qui ne travaillent pas avec il n'y a pas de protection intellectuelle sur leurs produits. Et donc, en fait, c'est vrai que beaucoup de choses se passent en sous-marin. Et l'objectif, en fait, c'est de créer de la confiance. Et nous, on se propose, en fait, de fixer un cadre, dont Céline vous parlera, un cadre ou des valeurs, des chartes, etc., pour que l'échange se passe en confiance. Et donc, sur cette partie-là de matchmaking, l'objectif, c'est, du coup, de pouvoir arriver à des contrats de commercialisation, lorsque la maturité des deux acteurs, en fait, donneurs d'ordre et start-up est faisable, en fait, est réelle, ou en fait des partenariats de co-construction pour justement en fait faire monter en compétence un des deux acteurs. Parce qu'on peut très bien imaginer aussi que le donneur d'ordre a besoin de monter en compétence. Et en fait, l'association de la première brique et la deuxième brique, c'est de pouvoir parler d'égal à égal. C'est ne pas être dans un échange déséquilibré. Et en fait, la troisième brique, on est plutôt en fait du côté en fait top-down. L'objectif en fait, c'est de créer en fait du lien entre les acteurs qui sont finalement complètement cloisonnés. Donc, par exemple, sur un sujet supply chain, associé à un acteur en fait répartiteur avec une pharma, pour pouvoir créer en fait, pour pouvoir identifier en fait les gaps d'innovation et aller chercher du coup les startups qui pourront remplir en fait ce gap d'innovation. Côté aussi planification chirurgicale, il y a beaucoup de choses à faire. On peut très bien imaginer en fait un Dassault Systèmes avec un Harmonie Mutuelle et un Medtronic pour pouvoir identifier en fait des gaps d'innovation encore et du coup poster des appels à projets pour des projets collaboratifs, grands groupes, donneurs d'ordre, startups pour répondre résoudre une question réelle. Donc voilà, donc on travaillera en fait dans le cadre d'appels à projets, on travaillera aussi dans vraiment de tracer un chemin pour que la collaboration puisse être efficace et puis que la rencontre en fait soit productive. Et merci Chara. Et donc moi je vais vous parler un petit peu plus spécifiquement de l'incubateur. Alors on l'a vu, l'ensemble des startups en santé numérique seront intégrés à la communauté et pourront participer à tout ce dont on vient de discuter sur l'échange avec les donneurs d'ordre. Et l'incubateur choisit en fait de se concentrer sur 10 entrepreneurs qui seront sélectionnés et qui seront accompagnés sur une échelle de 6 mois. Donc ce seront 2 promotions par an de 5 entrepreneurs qui vont être coucounés, comme l'a dit Gérard, pour les aider à grandir, à gagner en maturité et à faire changer d'échelle leur projet. Donc sur ces 6 mois, c'est toute la communauté, évidemment, qui sera impliquée et qui aidera ces entrepreneurs à acquérir cette maturité. Le réseau BPI France, l'expertise de l'Université de Paris, qui est capable de pouvoir permettre à l'entrepreneur de tester, d'expérimenter ces solutions et de les confronter aux besoins médicaux sur le terrain. Et au final, après ces 6 mois de changement d'échelle, de réussir à arriver à des résultats concrets. C'est l'ambition de l'incubateur. On s'est donné de grandes ambitions de pouvoir aller vers un partenariat, en tout cas une discussion concrète avec un donneur d'ordre ou des intentions d'investissement. Et concrètement, comment ça se passe? On a 3 grands formats au cours de ces 6 mois d'accompagnement. Le cœur, effectivement, de cet accompagnement, c'est le mentorat. Donc, le mentorat sera encadré avec une charte, avec une coach qui aidera l'entrepreneur et son mentor à identifier les objectifs, ce sur quoi ils vont travailler, à se voir régulièrement et à l'aider à gagner en compétences et à accélérer son changement d'échelle. Des ateliers thématiques
qui seront animés par les membres de la communauté, par les partenaires de la communauté, pour transférer de l'expertise, des compétences, du savoir-faire. Et on va vous donner quelques exemples des thèmes qui seront abordés. Et enfin, évidemment, les connexions avec la communauté. La grande richesse et le côté unique de cet incubateur, c'est bien évidemment toute la communauté et la richesse des acteurs qui en font partie. Et donc, c'est de pouvoir aller solliciter les différents acteurs pour aller poser ces questions, pour aller tester son projet, pour aller chercher des réponses dans cette communauté qui l'accompagnera. Donc, quelques idées des exemples de thématiques qui seront traitées, classiques pour accompagner l'entrepreneur dans son projet. Donc, valider, renforcer son modèle économique, renforcer son avantage compétitif, construire ses barrières à l'entrée, préparer son accès au marché, évidemment, on l'a dit, un sujet clé en santé numérique, en fonction de la réglementation, et aller chercher ces informations et ces compétences dans toute la communauté. Structurer son entreprise juridiquement, construire son organisation et recruter, monter une équipe solide, savoir recruter meilleur que soi, fidéliser ses équipes, apprendre comment financer au mieux son projet, en dilutif et en non dilutif. L'entrepreneur, développer son leadership, asseoir sa posture de dirigeant d'entreprise, d'être capable, au bout de cet accompagnement, d'avoir une discussion équilibrée d'égal à égal avec un client, avec un investisseur. Et enfin, évidemment, le socle réglementaire est indispensable. Donc, vérifier ses contraintes réglementaires et techniques en cohérence avec Ma Santé 2022 et travailler sur sa feuille de route réglementaire. Donc, concrètement, l'appel à projet est ouvert à partir d'aujourd'hui. La page devrait s'actualiser dans la journée sur le site BPI France. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 25 novembre. Les sélections auront lieu en fin d'année pour un début de la promotion en janvier prochain. Les critères d'éligibilité, donc on recherche des entrepreneurs qui sont dédiés 100% à leur entreprise, à leur projet. Une entreprise qui est déjà créée et qui a déjà levé 300 000 € pour avoir déjà un produit et un premier prototype à tester. Bien sûr, la sélection se fera sur le caractère innovant du projet. Des projets 100% en santé numérique, avec une définition assez large de la santé numérique qui inclut du logiciel et un dispositif, mais avec une valeur du produit basée sur la donnée et le logiciel, et du logiciel plus du service. Et un produit, une maturité de produit, donc en voie de finalisation, avec une mise sur le marché prévue dans les 12 mois, ou un début d'essai clinique quand c'est un produit qui requiert un essai clinique, comme par exemple les thérapies digitales, et un premier prototype réalisé. On vous redonne rapidement le jury très prestigieux, vous l'avez vu en tout début, vous avez un petit teaser, mais voilà, donc c'est l'ensemble de ces personnes qui vont sélectionner les 5 entrepreneurs qui commenceront en janvier. Et je repasse la parole à Charles. Voilà, merci Céline. En fait, la troisième brique, c'est le financement. Pas de financement difficile à faire des contrats sans financement et du financement en capital pour pouvoir en fait impulser une dynamique de croissance. Donc, on a lancé ce fonds en fait en 2018 sur la base en fait d'une analyse qui a été faite en 2017 qui aujourd'hui est totalement obsolète. Et donc, du coup, on se propose de reconstruire une deuxième étape aussi en échangeant avec vous, renforcer ce fonds pour qu'il soit vraiment adapté aux besoins du moment. Voilà. Donc l'objectif aussi, c'est qu'il puisse répondre à l'ensemble des besoins et donc surtout pouvoir cibler quelques besoins stratégiques aussi, mais voilà, on a commencé à les lister. Ça va de l'efficacité des organisations de santé à la thérapie digitale, l'autonomisation du patient, service aux patients et voilà. En tout cas, merci. Tu veux dire